Alors, donc je vais vous lire quelques passages de Clés pour l'astrologie, qui date de 1976, donc il y a 45 ans. L'ouvrage est paru au mois de mars 1976. Et je commencerai par un passage concernant l'indice cyclique de concentration planétaire de Gouchon-Barbeau. Alors, je vous lis ces passages, ils valent ce qu'ils valent. Aujourd'hui, j'ai parfois des rapports un peu différents. Mais il faut bien vous dire que dans ce livre qui est pour l'astrologie, il y a toute une partie sur l'astrologie mondiale, quand même. Il faudrait quand même le savoir. Et pas seulement des critiques, mais aussi des propositions. Notamment, le fait que je m'intéresse à 4 planètes, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus. Parce que c'est un quatuor et que j'aime bien le 4 et que je préfère d'ailleurs le 4 au 7 et je préfère le 6 au 7 aussi. Et donc je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc je lis le passage en question de ma plume. Le défaut de cet indice tient évidemment au fait qu'on n'y tient pas compte de Mars, puisque moi je travaille sur Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, à l'époque, considéré comme trop rapide, et qu'on y inclut Neptune et Pluton, que je ne considérais pas. Or, si l'on considère le second conflit mondial, on s'aperçoit que la courbe atteindrait un point beaucoup plus bas si Neptune n'avait pas été pris en considération. En effet, en 1940, Mars, Jupiter, Saturne et Uranus se situent entre le début du Bélier et le milieu du Taureau, tandis que Neptune se situe à plus de 120 degrés de cette configuration, la fin de la Vierge. Entre parenthèses, c'est ce planétarium en Taureau qui a dû donner à Gouchon l'idée de son indice, quelque part. Parce que c'est à peu près à ce moment-là qu'il a proposé et qu'il a formulé cet indice. Et je continue. La courbe de Gouchon présente en outre le grave inconvénient de ne pas être cyclique. Sous le masque de variations mathématisables, elle offre des réalités infiniment différentes d'une fois sur l'autre. Donc, effectivement, c'est une unité, une courbe qui donne une impression d'unité, alors qu'elle recouvre une très grande diversité. Alors, je passe maintenant à un autre passage d'un autre ordre, mais qui ressemble à ça quand même. Et j'attache beaucoup d'importance à ce passage, encore aujourd'hui. Il ne semble pas que le système solaire, avec toutes les structures qu'il comporte, soit un phénomène purement naturel, puisqu'une partie des planètes n'a qu'un rôle informatif. Dès lors, la relation homme-astre relève de l'artificiel, de l'imagination créatrice, elle n'est pas un simple effet du conditionnement. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Que je suis dans la logique de ce qu'on appelle la deuxième création. C'est-à-dire que c'est une création dans la création. C'est une création fille de la première création. Si nous allions aujourd'hui sur Mars et que nous trouvions un temple, on dirait que ça a été habité. On ne dirait pas que le temple est naturel. Mais c'est la même chose. À quel moment peut-on dire que quelque chose est construit et quelque chose est naturel? C'est toute la question. Eh bien, dans tout le moment où dans un système, il y a des éléments qui sont centraux et d'autres qui sont en quelque sorte de la figuration, on n'est plus dans un système naturel en quelque sorte. C'est le fameux syndrome de la banane. On ne mange pas la banane entièrement.
Voilà donc, voilà quelques réflexions que je voulais vous signaler. On va continuer à jouer à ce petit jeu au cours des prochains jours. Parce que, effectivement, c'est un bon exercice. D'autant plus que je me suis replongé ces derniers temps dans les archives que j'ai, des ouvrages des textes que j'écrivais entre 1969 et 1975, date à laquelle j'ai donné mon manuscrit à l'éditeur pour Clé pour l'astrologie. Donc pendant ces 6 années, il y a eu des choses intéressantes à étudier. Et alors comme personne pour l'instant n'étudie mes travaux et la genèse de mes travaux, je suis bien obligé de le faire moi-même.